Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Lorsque, en 1960, le 30 juin exactement, le Congo accéda à son indépendance, il y avait des Congolais à Bruxelles, à cette table ronde. Effectivement, on a arraché l'indépendance politique, mais des esprits avisés nous avaient retiré, pour ne pas dire gardé, l'indépendance économique. Ce qui a provoqué ce qu'on a cité à l'époque, le contentieux belgo-congolais, belgo-zaïrois, jusqu'à aujourd'hui, belgo-congolais. Les réserves, les biens de la RDC, les moyens financiers, tout ce qui était comme patrimoine national a été gardé par les Belges. Mais est-ce que nous, qui avons accédé à l'indépendance, qu'avons-nous fait de notre économie? Avons-nous transformé les patrimoines restés? Est-ce que nous avons mis en place un système économique qui pouvait nous mettre au même diapason que les grandes nations? Parce que je vous rappelle, en 1960, même le Canada, puissance économique aujourd'hui, était presque derrière nous. Beaucoup de pays d'Afrique ne nous arrivaient pas à la cheville. Aujourd'hui, 60 ans après, nous allons avec un grand professeur d'économie, un Congolais averti, évaluer ensemble ce qui a pu être fait durant ces 60 ans en cette journée qui va nous permettre de préparer les 60 ans de notre pays. Notre invité du jour, c'est le professeur Godin Poy. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour JMK. Je signale que vous êtes professeur d'économie à l'université de Kinshasa, à l'Institut supérieur des commerces. Vous enseignez la fiscalité, l'économie d'entreprise, le commerce international, les droits douaniers. Vous êtes collaborateur scientifique à l'Université de Liège. Vous avez fait vos études ici au Congo et à travers le monde, notamment aux États-Unis. Vous êtes le président provincial ici à Kinshasa de l'Assemblée. Mais je vous ai invité parce que vous êtes un esprit éclairé sur le plan économique. Vos prises de position sont très saluées souvent. D'abord, bonne fête, monsieur le professeur président. Et quel pressentiment vous avez aujourd'hui, Godin Poy, 60 ans après l'indépendance de nos pères, Lumumba, Kasavubu, Kamitatu, etc. Merci beaucoup JMK. Comme vous le savez, il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Donc lorsque j'ai entré dans cette salle, je suis remonté dans ma mémoire pour me souvenir qu'il y a de cela 10 ans, pratiquement à la même heure, nous faisions avec vous la première émission économique de Télé 50. C'est pourquoi je peux dire aussi, sans peur d'être contredit, que j'ai 10 ans, nous avons 10 ans. Merci, Président. Je commence par vous souhaiter une année magnifique et un fabuleux anniversaire, parce que vous avez révolutionné les médias, par le casting bien sûr, et si nous les politiques on peut vous imiter, les images que vous avez amenées au Congo, ça sera les images que nos provinces et nos villes vont protéger. Donc au-delà de cet heureux anniversaire que je vous souhaite, ainsi qu'à tous les personnels, je voulais compatir à ce qui vous est arrivé. Je vous demande de pardonner les auteurs de ces actes et continuer à travailler dans la droiture comme vous l'avez toujours fait. Je pardonne, Président. Oui. Alors, comme vous étiez en train de le dire, on essaie toujours de faire un balisage historique pour voir où est-ce que nous étions et où est-ce que nous sommes maintenant pour tirer les conséquences. Le 30 juin 1960, lorsque les Belges quittaient officiellement ce pays, nous avions un PIB
3 milliards 359 millions de dollars pour 15 millions de personnes. Encore là. 15 millions de personnes. Oui, encore là, il faudra préciser que les dollars de 1960, les 100 dollars de 1960, c'est pratiquement les 1000 dollars d'aujourd'hui. Parce que le dollar a connu quand même quelques soucis à partir des années 70, avec la fin du régime des Golden Standard Exchange. Et pendant ces temps, nous avions un taux de croissance moyen qui était autour de 4,8%. C'est ce qui fait que le Congo avait tout. Pourquoi le Congo avait tout? Nous existons en tant qu'État depuis 1885, à la suite de la conférence de Berlin. Et d'abord le pôle D, puis la Belgique avait découvert que nous étions vraiment un boom des ressources naturelles. Ils avaient mis des moyens pour avoir des infrastructures. Mais comme en réalité, pour eux, nous étions juste un réservoir de matières premières, et c'est ce qui a influencé notre modèle économique jusqu'à ce jour. Extraverti. Donc vous verrez que nous avons toujours un modèle extraverti. Donc ceux qui prétendent être souverains, oui, mais dans leur tête, ils sont toujours restés colonisés par les Belges. Et les gens ne comprennent pas pourquoi notre modèle économique extraverti. C'était en fait la philosophie économique du colonisateur. Comme toutes les ressources naturelles devaient être envoyées en Belgique, on craignait que si on installait des industries de transformation ici, il allait y avoir transfert de la technologie et cela pouvait précipiter notre développement. C'est ainsi que nous avons gardé ce modèle-là. Et dès 1960 à ce jour, il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais il y a eu des choses qui ont été faites. C'est ainsi que vous aurez remarqué que dès 60 à 65, c'était les chaos politiques, comme Baron l'avait dit au roi Philippe de France, il lui disait « Faites-moi des bonnes politiques, moi je ferai des bonnes finances ». Donc, la politique tient l'économie en état. Quand la politique n'est pas bien faite, elle aura des répercussions sur... L'économie empathie. Oui, empathie, naturellement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce qui fait que les chaos politiques qui a régné entre 1960 et 1965 a désarticulé notre système économique. Heureusement, lorsque le maréchal Mobutu va prendre le pouvoir, de 1965 à 1967, c'était l'unique période où nous avons eu un taux de croissance à deux chiffres. Donc nous étions à 17,16%. De 65 à 70. Non, de 65 à 67. Oui. C'est fort de ces succès que le maréchal Mobutu va négocier les premiers programmes avec le Fonds monétaire international. Et là, je voudrais encore le dire qu'en Afrique subsaharienne, nous sommes le premier pays qui a négocié un programme formel avec le Fonds monétaire. Donc le Congo, mon pays, oui, le Congo, mon pays, n'est pas ce qu'on a toujours présenté. Parce que lorsqu'on parle de ces pays, on ne voit que le côté noir de la ligne, on ne voit que la partie obscure de l'ampoule. Donc, le Congo a été grand et nous le rendrons grand, contre vents et marées. Alors, c'est ce qui fait que de 1967 à 1970, nous négocions le premier programme avec le Fonds monétaire, réussite totale. Et c'est l'unique programme que nous avons réussi. OK. Et fort de ce succès-là, le maréchal va négocier également un deuxième programme donc, qui devait s'étaler entre 1970, donc Soufou et moi, j'ai été formé par les Belges. Oui. Et je ne parle, il n'y a pas de problème. Oui, 70, 70 c'est pas la même chose. 70 à 76, nous avons négocié le deuxième programme, mais c'est à ce moment-là que nous avons été rattrapés par notre modèle économique. Je le disais que c'est un modèle extraverti, conçu dans le contexte de la colonisation. Qu'est-ce qui va se passer? Nous arrivons en 1973 avec la fin de ce que j'appelais les Golden Standard Exchange. Donc, il y a eu dévaluation du dollar. Le prix des métaux rouges était resté cristallisé en dollars, pendant que le dollar lui-même avait perdu de sa valeur. Okay. Or, les engagements que nous avons pris à l'époque vis-à-vis du Fonds monétaire international, nous devions rembourser l'argent qu'on avait pris. Donc, avec cette dévaluation du dollar, sur le plan nominal,
on gagnait beaucoup, mais en termes réels, on ne pouvait pas honorer nos engagements. Alors, est-ce que la crise de 1974, la crise pétrolière notamment, oui. Est-ce que ça a eu des répercussions sur les matières premières de chez nous? C'est-à-dire les cuivres, l'uranium et tout ce qu'on naturellement, à part le fait que le dollar s'était dévalué, chaque fois qu'il y a des problèmes sur l'économie internationale, c'est aujourd'hui que tout le monde commence à comprendre. Ça crée une asthénie économique. Et cette asthénie débouche sur une atonie des ressources. Donc, comme nous n'avons pas de ressources, c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. C'est ainsi que des esprits éveillés, notamment les feuilles Papa Tshisekedi de Rez Mémoire, oui. Vous verrez que c'est autour des années 77 qu'ils ont commencé à poser des problèmes gestionnels dans ces pays. Absolument. Mais les gens ne pouvaient pas avec l'arrivée notamment d'un certain Blumenthal de la Banque mondiale. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Et vous aurez remarqué que c'est déjà à partir de 1977 que le maréchal Mobutu avait lancé ce qu'on appelait le plan Mobutu. Oui, qui devait avoir son aboutissement. Oui, en 80. Voilà, ça devait se terminer en 85. Oui. Avec tout ce qui s'en était suivi comme gouvernementalité impéritie, il va se faire que plus rien ne marchait. C'est ainsi qu'à partir des années 85, nous allons rentrer dans des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel. Et vous aurez remarqué que tous ces programmes ont toujours été interrompus. C'est pour dire que dans notre malheur, la communauté internationale a sa part, mais nous sommes les plus grands responsables de ce qui nous arrive. Nous, Congolais, on est responsables de la déchéance économique. Nous sommes les plus grands responsables. C'est nous-mêmes. Comment ça explique? Alors, et nous évoluons comme ça. L'année, lorsque nous sommes dans les années 90, c'était la dèche. Donc l'État était en faillite totale. Nous avons eu l'État faux monnayer parce que les autorités de l'époque elles-mêmes fabriquaient de la fausse monnaie. C'est du jamais vu. Et quand nous arrivons en 1977, à l'entrée de l'AFDEL, nous sommes le 17 mai 1997. Au mois de décembre va se tenir la conférence que vous connaissez bien, à Bruxelles, des Amis du Congo. Oui, j'y étais d'ailleurs. Voilà. Et à peine cette conférence des Amis du Congo terminée, et au moment où nous négocions un programme avec le Fonds monétaire, celui qu'on appelait le PTM, c'est-à-dire le programme triennal minimum, en 1968, la guerre du Bas-Congo va commencer. En 98? Oui. C'est ce qui a fait que finalement, en 1999, M. Laurent-Désiré Kabila de Rez Mémoire va opter pour un taux fixe de la monnaie avec une foultitude de mesures du genre cantine populaire, Cohydro comme le seul monopole en matière de produits pétroliers. Et finalement, c'était l'asphyxie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en 2000, la société qui a sauvé l'économie et l'État congolais, c'était l'AMIBA. L'AMIBA? Oui, parce que c'est avec les réserves de l'époque qu'on a dû soutenir la guerre et j'en passe des meilleurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous sommes le 26 mai 2001, lorsque les Raïs prend le pouvoir. Il y a 3 petites choses qui étaient faites ces jours-là. 26 mai 2001. Et il décide du retour des institutions internationales. Parce que j'entends souvent les gens dire la Banque mondiale n'a jamais réussi à développer un seul État. Je me pose la question, est-ce que ces gens-là, ils ont déjà lu les statuts de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire? Il n'est pas dit dans ces statuts-là qu'on a créé la Banque mondiale pour développer le Congo. Ce n'est pas le rôle. Non, non. Ces institutions-là nous aident à nous développer. Et si le Congo ne se développe pas grâce, ou si les pays d'Afrique ne se développent pas grâce à l'intervention des institutions, c'est parce que chez nous, c'est la kleptomanie, c'est la gouvernabilité. Si les gens ne le savent pas, la Banque mondiale a été créée d'abord pour aider la France à se reconstruire et la France s'est développée. C'est la Banque mondiale qui a aidé
au Japon de devenir ce qu'il est devenu. Avec Donc, le plan Marshall. Oui, alors il ne faut pas que les gens... Voilà. Donc la France, c'était d'abord avec le plan Marshall, cette enveloppe de 13 milliards de dollars. La France avait bénéficié à elle seule 20% de l'enveloppe. Et dans cette situation-là, la France a dû se lancer dans des politiques de grands travaux. Donc en fait, les plans de développement d'un État ne doivent pas avoir de chaînons manquants. Chaque fois que nous rentrons en programme avec le Fonds monétaire international, il y a des coupures, généralement du fait de la mauvaise gestion. Et là, il ne faudra pas donner la faute seulement à la Banque mondiale. Moi-même, j'ai écrit contre la Banque mondiale par moment. Ah oui? Parce que la Banque mondiale a un logiciel unique. C'est maintenant qu'ils sont en train de corriger. La Banque mondiale a un logiciel unique qu'elle veut appliquer partout. Et mutilant les réalités ou bien même la théorie de la contingence. Mais c'est la voie par laquelle il faut passer si vous voulez vous développer. Le développement d'un État, c'est une démarche processuelle. C'est une démarche chronophage. C'est-à-dire qu'il y a une démarche à suivre oui, et vous mettez les moyens pour appliquer votre démarche. Il y a des actions. Donc, en fait, les politiques publiques se font à court, moyen et long terme. Et je vais expliquer ce qui s'est passé dans ces pays de 2001 à 2015. C'est le retour de ces institutions de Bretton Woods que le président honoraire va prendre 3 décisions salutaires. Joseph Kabila. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser la monnaie flotter. Il va accepter de pratiquer la vérité des prix. Et enfin, il va accepter cette flopée de réformes nous imposées par, ou nous proposées par la Banque mondiale, et dont la réforme phare a été le code minier de 2002. Donc c'est ce code-là qui a rendu le secteur attrayant d'une manière telle qu'on a aligné sur une période d'environ 18 ans les taux de croissance positifs, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du Congo. Et je crois... C'est-à-dire depuis 1960, à part le résidu de ce que les Belges nous ont laissé, ouais, qui ont contenu un peu notre économie, ouais, jusqu'en 1972-74, oui, on tenait. On tenait, mais après la crise économique mondiale, voilà, la chute du dollar, ouais, la dépression des termes de l'échange, comme on le disait, voilà, ça a commencé à flotter. Ça a commencé à flotter, mais jusqu'au départ de Mobutu. On a atteint les pics à partir des années 80 et la situation était catastrophique. Et on n'a jamais redressé. Non. Ce qui fait qu'on a passé plusieurs années avec des taux de croissance négatifs dans ces pays. Donc, c'est pourquoi moi, je suis de ceux qui pensent que l'avenir du Congo dépend impérativement de la coalition EFCC-CACH. Comment ça? Parce que les gens disent qu'il faut casser cette coalition, comme ça les uns vont continuer, les autres vont se mettre de côté. Vous allez m'excuser, moi je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, moi je suis un scientifique. Je dois avoir un argumentaire charpenté, nourri de raisons et non d'émotions. Donc aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Et je suis de ceux qui pensent que si cette coalition, si cette collaboration entre le président de la République et notre peuple appelle Fachi Beton, oui, et les raïs continuent, vous allez voir que ça va nous permettre de déployer notre plan national stratégique de développement. Parce que les gens ne connaissent pas comment le développement des États. De la table ronde au dialogue de la CENCO, il y a eu 22 rencontres politiques majeures dans ces pays. 22. Et cela veut dire que nous avons une moyenne de rencontres tous les 3 ans. Tous les 3 ans, les Congolais sont autour d'une table. Oui, cela voudrait dire que c'est un pays à haut risque politique. Parce que les gens, c'est bien quand je vois les gens qui s'entresultent dans les médias. J'ai vu un autre là, je ne sais pas s'il était ivre, il disait que lui, il allait rentrer chez lui parce qu'il est fort. Mais si vous êtes fort, commencez par tuer les étrangers qui viennent prendre nos richesses. Nous n'avons plus besoin de nous entretuer. Nous n'avons plus besoin de nous entre-insulter. Les gens ne connaissent pas. En fait, le problème dans ces pays, c'est que les gens ne savent pas ce que veut dire être responsable. Être responsable. Les bonnes responsabilités a signifié au XVIe siècle répondre de la vie des autres. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que si nous voulons développer les pays, nous devons maintenir la paix. Bonne politique. Voilà.
C'est Baron qui s'adressait au roi Philippe. Les gens, je dois le dire, ça c'est quand même aussi la part de la population que je respecte beaucoup. On ne choisit pas les élus parce qu'ils sont populaires. Parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils insultent. Parce qu'ils insultent. On choisit les élus parce qu'ils ont suffisamment de cortex dans leur tête pour changer le pays. La plupart des gens qui crient ici, pose-les la question, comment on peut transformer le Congo? C'est seulement les injures. Donc, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi moi j'ai pris pour que cette coalition se maintienne? Je disais, j'ai dit, et je dirai toujours, et ce que j'ai dit, Dieu l'aurait dit s'il lui avait été demandé de le dire, c'est que le développement d'un État se planifie. On ne doit pas avoir un État dont la vision ne s'arrête qu'avec la fin du mandat d'un chef de l'État. Donc l'avantage de la coalition... Joseph Kabila est parti, oui, on recommence tout. Voilà. Or, ça ne devait pas être cela. La coalition nous permet de faire le continuum. Où est-ce que vous vous êtes arrêté, chers collègues? Par où moi je commence? Quand j'ai des difficultés, je peux me référer à vous. Alors je voulais expliquer pourquoi. Parce qu'on a tendance seulement à dire que c'est la communauté internationale qui nous empêche de nous développer, mais nous ne sommes pas conséquents dans ce que nous posons comme acte. Regardez comment les médias aujourd'hui, maintenant, attisent le tribalisme. Il y a des gens qui ont des velléités séparatistes. Le Congo ne vous appartient pas, monsieur. Si vous ne voulez pas de la RDC, allez vivre ailleurs. Laissez-nous le Congo. Le Congo restera tel que nos ancêtres nous l'avons légué. Et qu'est-ce qui bloque ces pays? Donc, lorsque... J'ouvre une parenthèse. Parce que vous connaissez comment ça se passe. Lorsque j'étais en train de parfaire mes études quelque part, je devais faire un petit stage, je crois, au niveau de la Banque européenne. Lorsque vous entrez dans ces banques-là, déjà au niveau de la rotonde, donc au niveau du hall, vous verrez, il y a un moniteur qui fait défiler la liste de tous les pays du monde. Et chaque fois qu'on défile les noms d'un État, on donne son cadrage macroéconomique, les risques politiques, juridiques, judiciaires et sécuritaires. Par rapport à ces pays. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on qualifie votre pays, on donne les caractéristiques. Non, c'est en fait, parce que le management, la différence entre le management, la gestion et l'administration, c'est que le manager, lui, ne prend que les risques calculés. C'est-à-dire qu'un investisseur sérieux ne peut pas venir dans un État comme ça. Parce qu'il y a les gens qui pensent que s'entre-insulter dans les médias, c'est une vertu. Et moi, je me pose la question, vous avez évolué dans le pays des hommes normaux. Est-ce que vous avez déjà vu un imbécile parler sur France 24? Non. Je m'excuse, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Hein. Donc en français moderne, l'imbécile, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas bien. Absolument. Mais ici, vous trouvez des hommes inachevés, des six, mais analystes. Vous êtes assez dur. En fait, les hommes inachevés. Oui, je referme la parenthèse. Et pourtant, il y a des gens bien qui peuvent venir éclairer. En fait, la télé est tutrice naturelle de la société. La télé, c'est l'université de ceux qui n'avaient pas eu la chance et le temps de partir à l'université. Lorsque vous êtes en Inde, on enseigne l'algèbre à la télé. C'est pourquoi je félicite le ministre Willy Bakonga. Parce que j'ai compris que ce qu'il est en train de faire... On commence à donner de la leçon aujourd'hui à travers la télé. Vous êtes les patrons des médias. Rationalisez les émissions. Vous connaissez, ce n'est pas tout le monde qui passe à la télé. Et j'ai vu un peu une diversion. Est-ce que quand vous suivez France 24, vous avez déjà vu quelqu'un qui a soutenu sa thèse faire passer ça sur France 24? Non. Ça, c'est scientifique. Donc, ici, on défend une thèse à l'âge de la retraite et ça devient l'affaire de tout le monde, une affaire nationale. En fait, je referme la parenthèse. C'était un peu pour animer l'émission. Donc, ce sont les pays à haut risque. Chaque fois que les gens s'entresuivent dans les médias, les ambassades font rapport, ils disent que faites très attention. Et tout ça, ça impacte les investissements directs étrangers. À part les 22 rencontres, demain, nous aurons 60 ans. Depuis que nous avons l'indépendance, sur ces 60 ans, nous avons connu 22 ans de guerre. Donc il faut enlever 22 ans. 22 ans de guerre, sans parler de l'insécurité quasi permanente. Et c'est ça, ce sont les choses qui tirent les pays par les bas.
Mais quand je vois aujourd'hui les gens qui agitent un discours séparatiste, tribaliste, j'ai dit, mais ces gens, leur place n'est pas au Congo. Leur place n'est pas au Congo. Donc, bref, ce sont tous ces éléments qui sont en fait les dévoreurs de notre développement. Ça nous empêche d'aller de l'avant. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si nous voulons développer ces pays, commençons d'abord par maintenir la paix. La paix d'abord. La paix d'abord. Donc on peut, quelle que soit l'intelligence, quelles que soient les compétences, dans un pays où il n'y a pas de paix, aucun investissement n'est possible. Et cette paix, ce n'est pas seulement en termes de recrutement d'armes. Quel est ce pays où dans les médias, c'est toujours les gens qui s'entre-insultent? Et j'ai vu quelqu'un qui était en train de menacer en disant que si on ne fait pas ça, je vais rentrer chez moi. Pendant que son propre village est occupé par les armées étrangères. S'il était plus fort, il devait d'abord bouter dehors ces étrangers. Et après, on va dire que ce sont les étrangers. Donc, nous-mêmes, nous avons une grande responsabilité. C'est qu'il faut d'abord que nous puissions maintenir la paix au Congo. Et je suis de ceux qui pensent que la paix passe par la cohésion nationale, que j'appelle de tous mes voeux. Si on aime ce pays, on doit éviter des escalades verbales. Celui qui aime la paix cherche la paix. Et celui qui aime la paix s'ouvre à la paix. Donc, vous comprenez que ce sont les conflits politiques et les guerres récurrentes qui ont tiré le Congo. Donc, depuis 1960, les querelles politiques, l'instabilité politique, les incompréhensions politiques ont crispé l'économie. Oui. Et il n'y a pas eu aucun plan à moyen, long terme, appliqué jusqu'au bout. Et pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? C'est depuis 2015 qu'on avait lancé des pays le programme national stratégique de développement. Ce programme devait s'appliquer à partir de 2017. Mais jusqu'à ce jour, bien que validé par le gouvernement, avec tout ce qu'il y a comme embrouillimini, tout ce qu'il y a comme tintamarre, on aura du mal à appliquer ces plans. Or, d'après ces plans, c'est qu'à l'horizon 2050, nous devons être un État développé. C'est-à-dire, à la conception, c'était de 2017 à 2021, nous devons être cet État-là à revenu intermédiaire. Et de 2021 à 2030, État émergent. Et 2050, pays développé. C'est ça que le peuple attend de nous. Moi, je ne sais pas, mon Dieu. Le peuple n'a pas besoin des gens qui viennent s'entre-insulter dans les médias. Le peuple à cause des lois. Le peuple attend la paix. Le peuple attend les routes. Le peuple attend les hôpitaux. Et pour cela, il faut convoquer les grandes intelligences. Alors, professeur, il y a quand même une contradiction. En 1960, on disait que le Congo n'a pas d'élite. C'est pour cela que ça n'a pas fonctionné, c'est pour ça que ça ne s'est pas développé. Mais aujourd'hui, des esprits comme vous, il y en a beaucoup. Des grands diplômés comme vous, il y en a beaucoup. On les retrouve quasiment dans toutes les organisations, partis politiques, etc. Pourquoi ça ne marche pas? Non, c'est lorsque vous listez les causes qui plombent notre économie, oui. Vous avez bien dit, il y a d'abord cette gouvernementalité. Donc la gouvernementalité est différente de la gouvernabilité. La gouvernabilité, c'est la mauvaise gestion. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous accédons à l'indépendance, tous les cadres étrangers quittèrent le pays. Oui. Et il fallait rabibocher. C'est ainsi qu'on a dû... Même recourir à Haïti. Oui, on a dû créer des cadres. Et quand ces cadres sont recrutés, qu'est-ce qui avait soutenu d'abord le dynamisme économique au départ? C'est que les décors, l'outil de production, les infrastructures étaient là. Alors, qu'est-ce qui se passe après les grandes performances de 67 et de 70? Le maréchal Mobutu, il se décide maintenant de former les élites congolaises. Oui. Qu'il a envoyé dans de grandes universités, comme l'ont fait les Japonais. Et en théorie de développement, on appelle ça la théorie de l'aventure ambiguë. Mais malheureusement, quand ces cadres commencent à revenir, oui, le maréchal qui avait bien commencé, il a été
corrompus par le pouvoir. Dans les années 78, 79, 80. Oui, quand ils ces gens-là reviennent dans un rentrent, quand ils environnement reviennent, économique. Oui. ils trouvent maintenant que l'environnement politique était déjà pollué. La corruption, la course à l'enrichissement. Et c'est ce qui fait que ces gens sont tombés dans ces mauvaises pratiques. Ah, c'est pour cela que tous ceux qui étaient formés à Louvain, là, oui, ils sont revenus. Ils sont revenus ici, ils ont été remoulés. Parce que comme vous le savez, chacun de nous réagit devant les faits sociaux selon le moule social d'où il est issu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, lorsqu'on parle d'énarchie intellectuelle, ce n'est pas seulement un diplômé. Donc, énarchie intellectuelle, c'est ce capital humain au sens des Gary Becker. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait des études exigeantes. Hein, donc, il n'a pas étudié sous l'arbre. Oui. Hein? Vous trouvez quelqu'un qui a étudié dans un truc aux allures d'une maison d'habitation, mais quand il parle, vous croirez que c'était l'oracle de Delphes. C'est-à-dire que... Et pendant qu'il ne figure sur aucun répertoire scientifique, ni dans ce pays ni ailleurs. Donc, c'est-à-dire que pour avoir les capitales humains là, oui, ce sont des gens qui ont fait des études exigeantes et dans le monde scientifique, les écoles sont stratifiées. Il y a les écoles les plus capées. C'est quelqu'un qui doit être en bonne santé, mais c'est quelqu'un qui doit avoir assez d'éthique. C'est pourquoi le président Joseph Kabila disait qu'il n'avait pas 15 personnes. C'est dans cet esprit-là. Donc c'est dans cet esprit-là. Il ne parlait pas d'intellectuels. Non, il ne parlait pas de diplômés. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris la chose sur le plan scientifique. Parce qu'en fait, un intellectuel qui n'a pas d'éthique n'en est pas un. Chez nous, on a une grande difficulté. Ceux qui sont compétents n'ont pas d'éthique. Ceux qui ont d'éthique n'ont pas de compétences. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous voulons changer ce pays, il faut recourir à la théorie des 4 roues de la croissance. Les 4 roues. Oui, les 4 Alors roues. expliquez-nous ces 4 roues. Voilà, les 4 roues de la croissance. Donc, c'est-à-dire la croissance roule sur 4 roues. Et la première roue, ce sont les ressources humaines. Et ces ressources humaines doivent être qualitatives parce que de la quantité sortira la qualité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir les intellectuels de qualité. Je ne me fatiguerai pas de le dire. Comment quelqu'un qui n'avait pas distingué au niveau de la licence peut devenir aujourd'hui professeur? C'est en fait un professeur ignare. Donc ce sont des choses qui n'arrivent pas ailleurs. Vous voyez le président burundais qui vient de mourir, la paix à son âme. Jusqu'à sa mort, Burundi n'avait jamais produit un seul docteur local. Jamais. Je crois que ça devait se faire avec le concours de l'Université de Liège à partir de l'année prochaine. Aucun docteur localement. Parce qu'il tenait en ordre. Donc, comment quelqu'un qui lui-même n'a pas distingué, il devient professeur? Mais c'est ma foi. Ma foi. Donc, ici, la première roue, ce sont les ressources humaines de qualité. Des enfants bien. Des enfants qui ont fréquenté de grandes écoles. Parce que vous savez, l'intelligence se contamine. Il y a des gens qui ont été formés par des savants. Ils finissent par être contaminés, mais positivement, bien sûr. Il y a des gens qui ont de l'intelligence, mais là où ils ont étudié, ils n'ont pas eu de bons enseignants. Et ça ne doit pas s'arrêter là, parce qu'il y en a qui ont fait de grandes écoles, mais qui n'ont pas d'éthique. Deuxième roue. La deuxième roue, ce sont les ressources naturelles. Et ça, Dieu nous a béatifiés. Gâtés, pourris même. Béatifiés. Donc, potentiel minier, 24 000 milliards de dollars. 24 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on peut aller engager notre patrimoine. Et les choses changent dans 10 ans. On dit, voilà, nous on est ça. Regardez, venez, vous certifiez, vous nous donnez de l'argent. Donc, ça se fait avec de l'intelligence. Nous avons 115 millions d'hectares de forêt. Il suffit seulement de certifier ces espaces-là. Vous commencez à avoir 10 milliards de dollars par an. Nous avons 80 millions de terres arables. Et c'est ainsi que vous verrez que dans la flopée des réformes qui ont eu lieu dans ces pays de 2000 en 2015, en 2013, il y a eu la loi sur l'agriculture. Et au même moment, les chefs de l'État honoraires, ils avaient distribué les tracteurs. Mais qui ont pris ces tracteurs? Vous allez trouver, Seigneur. La classe politique, les élus, les gouverneurs. C'est pourquoi je me dis, hein, il faut que les prêtres invitent quand même tous les bénéficiaires de ces tracteurs
de ces tracteurs. Qu'ils disent au cardinal qu'est-ce qu'ils en ont fait. Vous n'avez jamais été fermier. On ne devait pas fermer à l'âge de 50 ans. Et puis dans la vie, donc, on ne peut pas tout faire. Dieu ne donne pas tout aux enfants des hommes. Si ces tracteurs étaient donnés aux vrais fermiers, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne parlera plus des déficits alimentaires dans ce pays. Donc, la deuxième roue, ce sont les ressources naturelles. Et de ce côté-là, si nous nous mettons à parler, donc nous avons une hydrographie terrible. Le fleuve Congo, long de 4700 km. Les affluents, les rivières. 87 lacs, dont les plus poissonnés du monde. Les lacs. Tout ça. Donc pendant qu'il y a des poissons ici, les potentiels poissonnés donc, de Poul-Malebois qui Kisangani, c'est de 120 tonnes par jour. Mais pendant ce temps, on vous dit que non, nous avons les réserves d'échange de 3 semaines pour importer. Vous ne pouvez pas acheter des chalutiers et mettre sur le fleuve. Et un chalutier aujourd'hui, on peut en avoir même à 500 000 $. Si, si. C'est pourquoi on devait appuyer les ministres de la Pêche, Jonathan Bialosouka, qui a déjà commencé, qui est très dynamique dans le secteur. Donc les gens pensent que le développement, c'est seulement le cuivre. Non, faut et archi fort. Tous les États voisins, ceux qui ont des lacs mitoyens avec nous, les exploitent. Et nous attendons quoi? Troisième roue. La troisième roue, c'est la technologie. Donc aujourd'hui, le monde se développe. Nous devons nous adapter à la technologie. Je ne dis pas que nous devons faire les height, mais ne fût-ce que la technologie intermédiaire. Oui. Il faut y aller étape par étape. Oui. Et la quatrième roue, c'est les capitales. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les capitales? Ce sont les machines, ce sont les infrastructures. Quand vous faites la politique, vous devez savoir que les réseaux fluviaux de la RDC est de 16 238 km. Vous devez savoir que la plupart de nos rivières et de nos fleuves ici n'ont pas fait l'objet de dragage depuis plusieurs années. Parce que chaque fois qu'il y a des accidents, on voit que les ministres des Transports et les baleinières, et il faut apprendre à faire les dragages. Quand on fait la politique, on doit savoir que notre réseau ferroviaire, il est de 5038 km. Et quand on achète des trains, on doit tenir compte de l'écartement des voies ferrées. Vous allez voir, on va acheter des trains qui ne marchent pas avec l'écartement des rails. Et tout ça, ce sont des problèmes. Donc quand on fait la politique, on doit savoir que nous avons un réseau routier de 145 000 km avec les 74 000 axes urbains. Et on sait que de telle année à telle année, nous allons asphalter autant de kilomètres. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait la paix dans un État. La paix? Oui. Et surtout, nous devons nous habituer à faire des remises et des reprises au sommet de l'État. Comme ça a eu lieu? Ça a eu lieu là. Donc, le président sortant vous dit que moi, je me suis arrêté ici. Je pense que vous pouvez continuer à partir de là. Et c'est ce qui nous manque dans ce pays. Bref, c'était pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Donc, lorsque nous dressons les bilans, il est négatif. Depuis 1960. Parce que nous n'avons pas évolué. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devons devenir indépendants économiquement. Non, nous devons jouir de l'autonomie, mais pas indépendants. Où est la différence? Non, la différence, c'est qu'on est autonome économiquement, d'une manière telle que quand il y a crise, nous pouvons nous-mêmes couvrir la consommation domestique avec la production locale. Mais aucun État n'est indépendant économiquement, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, c'est l'ouverture. C'est ainsi que l'interdépendance des États. L'interdépendance, oui. Et il y a même des nouvelles théories qui ont été développées, notamment la théorie de la chaîne de valeur, qui fait que la production d'un bien peut commencer en RDC et se terminer aux États-Unis. Donc c'est parmi les nouvelles méthodes de gestion. La Chine qui contrôle 17,3% de l'économie mondiale, 8% des importations, 12% des exportations mondiales, n'est pas indépendante. Elle dépend toujours des économies extérieures. C'est pourquoi vous avez vu que dans la guerre contre les États-Unis, la guerre commerciale bien sûr, la Chine a dû abdiquer en acceptant d'acheter aux États-Unis à concurrence de 200 milliards de dollars. Donc nous ne sommes pas partisans de l'indépendance économique, mais nous sommes partisans de l'autonomie économique. Et pour cela, il faut changer les modèles économiques, c'est-à-dire garder la partie extravertie comme étant notre avantage comparatif, mais développer davantage la production domestique.
Alors, justement, professeur, je pose cette question parce qu'on nous a beaucoup parlé de la diversification de l'économie. Vous voulez dire maintenant, il faut transformer localement. On doit investir dans quoi? Oui. Aujourd'hui, on doit investir dans l'homme ou dans les machines? Pour ce qui nous concerne, nous avons besoin de deux choses pour le moment. Il faut d'abord investir dans l'homme. Parce que c'est ça qui nous fait défaut. On a peu d'ingénieurs, trop d'avocats. Non, les hommes de qualité. Les hommes de qualité, c'est-à-dire des personnes et ressources. Quand vous parlez avec lui, ce qu'il vous dit, c'est... Donc ce qu'il vous dit, même si vous demandez à Dieu, il va vous dire que vous avez dit la vérité. Mais c'est ici chez nous où on pose la question à quelqu'un, il décline directement son diplôme. Oui. Mais non. Des cas de visite toujours au PhD, oui, en quoi? Nous voulons d'abord des des solutions à nos problèmes. Et comme c'est l'indépendance, je voulais ouvrir une parenthèse. J'ai suivi à la radio que demain, on va fêter la 22e année du franc congolais. Oui. Il faut rectifier cela. Pourquoi? Non. Le franc congolais a été créé en 1887. Comment ça? Donc demain, le franc congolais aura 103 ans. Tout simplement parce qu'il y a eu l'éclipse monétaire avec les Zaïre sous le maréchal Mobutu. Ok. Donc le franc congolais nous est la réhabilité en 1998. Mais cela ne veut pas dire que le franc congolais... Il existait déjà. Non, le franc congolais, c'est depuis 1987. Joseph Kasavubu a utilisé le franc congolais. Mobutu, jusqu'en 1967, il a utilisé le franc congolais. Bon, ça c'était pour des... Non, mais il faut cette précision. Des précisions scientifiques. Donc, oui. Il ne faut pas que les gens pensent que le franc congolais a commencé maintenant. Avec Moussé. Donc, oui, c'est lui qui l'a réhabilité, c'est pourquoi il faut le féliciter. Il y a eu l'éclipse monétaire. Oui, donc il faut le féliciter. Mais ça, c'était une précision de taille. Parce que quand on parle de 22 ans, les enfants risquent de croire que le franc congolais a commencé en 1998. Non. Le franc congolais est entré dans ce pays depuis 1887. Donc, investir dans l'homme d'abord. Il faut investir dans l'homme et maintenant passer aux machines parce qu'aujourd'hui, sans technologie, vous ne pouvez rien faire. Nous faisons ces deux choses. Il faut avoir les hommes de qualité. Les hommes de qualité, on les découvre de par leur parcours et on les observe s'ils ont assez d'éthique pour les confier assez de responsabilités. Alors, on parle beaucoup de l'état des droits avec notamment la prééminence de la justice qui doit réformater la gestion, pour ne pas dire le respect de la chose publique. Est-ce que vous pensez que depuis 1960, nous n'avons pas une justice qui rétablit l'homme dans son éthique, d'où ces procès qu'on voit 100 jours, etc. Ou bien, ce que Mobutu a fait dans les années 80, 90, même avant, où les bien formés de la Louvain-la-Neuve, de Paris, qui sont venus ici, étaient reconvertis dans Makanda Kabobi, dans le MPR, ils ont commencé dans la consommation, et la Gabji, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que la réhabilitation de la justice va donner l'homme éthiquement responsable? Parce qu'il y a encore matière aussi à discussion au niveau de la justice, parce que il y a des faux procès, des magistrats corrompus, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas le cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue, où je commence par la justice, où je commence par la conscientisation de l'homme? Voilà. Et la première précision, c'est qu'il faut d'abord savoir que les magistrats sont serviteurs de Dieu. C'est la Bible qui l'atteste. C'est pour dire que la justice nous aide tous à aller au ciel. Si vous voyez dans ces pays des gens qui passent dans les médias insulter les autres, c'est parce qu'il n'y a personne pour les faire arrêter. Et finalement, les enfants, parce qu'en psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. Les enfants maintenant croient qu'insulter, c'est accepté. C'est normal. C'est normal. Et ça n'intéresse personne. Avant de répondre à votre question, regardez comment on est en train de traquer les Koulouna. Mais on ne ferme jamais les usines qui fabriquent les alcools surdosés. Donc, je voulais dire que les magistrats, il est serviteur de Dieu. Tout le monde dans ces pays, que ce soit les Kengo, que ce soit les maréchal Mobutu, que ce soit les Raïs, c'était plein du comportement de notre justice. Mais maintenant, il y a un élan que nous apprécions tous, mais le souhait, c'est que cet élan reste dans la loi. Dans la loi? Oui. Que ça reste dans la loi, nous encourageons. Pas de sentiments, oui, pas que ça reste dans la loi. Et puis, il faut aussi qu'on donne assez de moyens à ces magistrats. Parce que la crainte, c'est qu'à un certain moment, ils risquent aussi de s'épuiser.
Donc, ils ont montré un élan. Oui, oui. Et cet élan va s'essouffler par manque de moyens. S'il n'y a pas de moyens... Ils seront corrompus aussi. Oui, s'il n'y a pas de moyens, je ne dis pas qu'ils seront corrompus, mais ils vont se démotiver parce que... Donc, les souhaits, c'est que ce qu'ils font, nous apprécions. Le seul conseil que nous pouvons donner à nos juges et nos magistrats, c'est de rester dans la loi. Mais aux décideurs que nous sommes, il faut aussi donner assez de moyens à cette justice. Comme vous dites, pour ce qui est de la prise en charge éthique, je crois que dans ces pays, nous avons plusieurs structures qui s'occupent de l'éthique. Ils peuvent. Et de ce côté-là, il y a aussi des gens qui ont assez d'éthique. Et les problèmes, il ne faut pas les poser seulement au niveau de la magistrature. Oui. Donc, les problèmes de mœurs, les problèmes de mentalité en RDC n'est pas seulement global, mais il est même total. C'est à tous les niveaux. Vous verrez au niveau... À tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. C'est-à-dire, s'il faut conscientiser les gens, ce n'est pas seulement les magistrats. Il faut conscientiser les professeurs, les pasteurs, parce que comment un pasteur peut avoir une copine? Ah, c'est anormal. Mais vous en êtes un par ailleurs. Non, non, non. Oui. Comment un pasteur peut avoir une copine? C'est interdit? La Bible interdit ça. La Bible interdit donc, ça. Donc un pasteur ne peut pas avoir une copine? Non, le pasteur ne doit pas mentir. Le pasteur ne doit pas voler. Sauf quand on invente des trucs contre lui. Mais quand on demande à Dieu, Dieu dit que ça, c'est le meilleur prédicateur. Donc, c'est-à-dire que le problème est global et total. Comment un professeur peut donner 7 sur 10 à une étudiante tout simplement parce qu'il avait bénéficié d'un bisou? Ce sont des choses. C'est-à-dire que dans ce pays, nous avons besoin d'une refondation éthique. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il n'y a que les médias qui peuvent nous faire. Tant que la mentalité n'aura pas changé, on peut recevoir les milliards, mais nous finirons par les jeter. La mentalité. Oui, on travaille la tête. Il y a des pays comme Singapour. Les Japon, ils n'ont pas de ressources naturelles. Mais les Japon prêtent l'argent aux Américains. Absolument. Singapour, c'est la meilleure compagnie aérienne. Donc ici, là, il y a un problème. Donc vous trouvez quelqu'un qui n'a... Comment un médecin peut analyser la Constitution? Un médecin? C'est anormal. Vous trouvez un médecin en train de parler de la Constitution? De la Constitution. Vous trouvez... Des lois. Vous trouvez un juriste qui parle de la monnaie. C'est bizarre. Donc vous trouvez la plupart des... J'étais quelque part. Oui. Il y a des gens qui parlent non analyste. Mais je demande, études faites, premier graduat. Il y a un problème, c'est d'abord vous. Il fallait verrouiller. Je sais que notre presse a des personnes de grande valeur. Mais faites quand même un effort sur les choix de vos invités. Ils débitent de son être. Ils sont professeurs de la matière dont ils sont ignares. Là où vous et moi, nous avons un peu étudié. Mais les personnes qui passent dans les médias sont répertoriées. Ils déclinent leur profil. Mais ici, comme le dono, il y a donc c'est ça. Donc en fait, le problème des mentalités, il est global. Comment un chrétien peut tricher à l'école? Oui, on a vu des images d'ailleurs à ce sujet. Non, non, je ne pense pas, moi je ne parle pas de ce à quoi vous pensez. Oui. Donc dans mon expérience d'enseignant, j'ai rencontré une religieuse. Une religieuse? En train de tricher. Mais je lui ai dit que, parce que moi quand je vous attrape, c'est zéro. Hein. En train de tricher? Oui, ce que je fais là, je ne le fais pas parce que je suis à l'Assemblée. C'est comme ça partout où je suis passé. On sait que monsieur il est comme ça. Interroger mes étudiants à l'INIKIN et ailleurs. À l'INIKIN, au niveau de l'école doctorale, j'ai donné 10 sur 20 à une apprenante. Oui. Malgré sa beauté, sa grâce. Non, ça ne m'intéresse pas, on n'est pas dans ça. Alors, j'ai trouvé une religieuse en train de tricher. Je lui ai dit que je te donne 0, mais je te donne un conseil. Dès que tu sors de cette salle, tu rentres chez tes parents, tu quittes le couvent. En plus, c'est une religieuse du couvent. C'est-à-dire que le problème, notre problème, le problème d'éthique, hein, il n'y a que les médias qui peuvent nous aider. Si vous nous épargnez de ces injures, parce que vous savez que j'ai un ami camerounais, il faisait un travail pour le compte de la Banque mondiale. Bon, on lui avait remis mes coordonnées, quand il est arrivé, il m'a dit, mais vous êtes, nous vous respectons, mais depuis que je suis à l'hôtel, ce que je suis comme débat à la télévision, ça ne va pas vous permettre de décoller tout de suite.
Moi, je crois que le salut de ce pays dépend des médias. Vous êtes le quatrième pouvoir. Vous le faites déjà bien, mais il y a moyen de le faire davantage. C'est-à-dire les émissions éducatives, les émissions de civisme. Ce sont des choses sur lesquelles... Parce que c'est ce qui nous manque dans ce pays. Vous, comme vous avez la possibilité d'atteindre tout le monde, et c'est ainsi qu'en théorie de développement, il y a une école qu'on appelle l'école culturaliste. Cette école considère que la culture peut servir de levier ou de frein au développement d'un État. Or, la culture, c'est quoi? La culture, c'est l'ensemble des valeurs partagées. Si vous multipliez les émissions qui font voir à la population que le vol n'est pas bon, l'injure n'est pas bon, le tribalisme n'est pas bon, les mensonges n'est pas bon. Et là, j'ouvre encore une parenthèse, je tenais à le dire. Oui. Je sais que vous avez été victime de ce qui s'est passé dernièrement sur notre vie. Oui. Mais quand vous regardez ces images-là, il y a à peine 200 motocyclistes. À peine. Alors, comment les gens peuvent conclure C'est le peuple. que tous les motocyclistes, ce sont des voleurs? Non. C'est faux. Non. Nous qui gérons les motocyclistes qu'on appelle Wewa, il y en a par dizaines de milliers. Dans la ville ici. Dans la ville. Ce sont ces analyses simplistes. On conclut que ce sont les Wewa qui ont cassé. Non, mais il y avait 200. Mais nous qui contrôlons ces gens, il y en a au moins 20 000. Dans la ville de Kinshasa. Oui, et encore une ineptie. On veut faire croire aux gens que non, tous ces motocyclistes appartiennent à une tribu. Mais c'est faux, archi faux. Moi, j'ai tranché un litige devant mon bureau. Il y a un monsieur qui était transporté par un motocycliste. Lui, il parlait au conducteur en Chiluba. Il lui disait que non, moi je dois rester par ici. Mais les motocyclistes ne comprenaient rien. C'est quand ils ont commencé à se chamailler que les gens sont arrivés. L'autre dit, non, je lui ai demandé de me déposer là-bas. Et il m'a conduit jusque vers l'hôtel de ville. Mais le conducteur s'est défendu, il dit que moi je ne suis pas Moulouba. Lui, il parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Comment j'allais... Donc l'amalgame. Ce sont des analyses simplistes. Les gens doivent tous les Wewa sont les Balouba. Les gens doivent apprendre. Je condamne ce qui était arrivé, mais les gens, lorsqu'on parle de l'État, on doit faire des analyses dans leur complétude. Vous ne pouvez pas, à partir d'un échantillon de 200 personnes, conclure que tous les Wewa, ce sont des voyous. Non. Les Wewa que vous voyez là, ce sont les anciens étudiants de l'ENIKIN, de l'ISC, d'ailleurs. Qui n'ont pas eu de travail. Qui n'ont pas eu de travail. Nous n'encourageons pas ce qu'ils... Nous condamnons véhémentement, mais il faut que les gens apprennent à être responsables. Et lorsque vous parlez en public, apprenez, monsieur, à convoquer les grandes forces de l'intelligence. Et quand ils passent, non, on considère que c'est une tribu. C'est faux, archi faux. Ce sont des analyses simplistes. Mais les Wewa de Kisangani sont quoi? Les Wewa de non, Bukavu donc je voulais quand même apporter ces précisions-là. Absolument. Si nous voulons que les choses s'arrangent dans ce pays, nous devons aborder des questions de manière profonde, de manière dépassionnée. Donc si l'économie est là où nous sommes aujourd'hui, nous avons un problème d'hommes. Regardez, on a transformé les entreprises depuis le 7 juillet 2008. Avec les copyrights. Quel est l'apport aujourd'hui? L'ONATRA a toujours ses problèmes. Donc nous devons d'abord commencer à travailler, transformer l'homme, et faire ce travail de manière générale. Donc nous n'en avons pas la possibilité. Alors, on va terminer l'émission, professeur. Là, je prends un peu votre casquette de président qui légifère au niveau de la ville de Kinshasa. On dit aussi que la bonne politique, c'est les bonnes lois. Est-ce que nous avons les bonnes lois sur le plan économique? Je voulais vous dire, GMK, qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de nouvelles lois. Ah bon? Le Congo a besoin d'appliquer les lois que nous avons. Personne ne les applique. On a déjà légiféré. Je vais vous donner l'exemple dans le cadre du climat des affaires. Le gouvernement a tout fait. Toutes les lois ont été votées. Mais qui les applique? On vous dit que pour créer une entreprise en RDC, il faut aller au guichet unique en charge des entreprises. Oui. Et dans 72 heures, vous devez avoir... votre entreprise. Mais allez-y si vous en aurez. Mentalité. Moi, j'ai mentalité. C'est-à-dire, celui qui est là, il est fier de dire que je suis assis sur son dossier. Littéralement, Lingala, on dit avant le dossier. Donc, il ne sait pas qu'il est assis sur le bonheur de ses enfants. Les entrepreneurs, ce sont les créateurs de foyers de richesse. Vous y allez là-bas, vous allez faire un démon. Moi, il y a peu, avant les confinements ici,
J'ai reçu des investisseurs qui étaient venus. Mais pour avoir les documents, c'était tout un problème. Donc, bref, les textes sont là. On peut peut-être chercher à les améliorer, mais nous pouvons, si nous appliquons les textes que nous avons, si les hommes deviennent conscients, je crois que les choses... Donc, les 4 roues que vous nous avez expliquées oui, les 4 roues. Donc, je vais... Si on applique... Vous appliquez ça, c'est ça le socle du poïsme. L'impoïsme, les 4 roues. Donc l'impoïsme repose sur 3 principes. La discipline des dirigeants, le dur labeur de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Maintenant... Expliquez un peu, on termine par là. Expliquez un peu la bonne intelligence avec la communauté internationale. Oui. On doit faire quoi? Oui, aujourd'hui, là, qu'on ne vous trompe pas, donc vous ne pouvez plus vivre en paria. En autarcie? Non, non, non. Il faut négocier là où il y a vos intérêts. Et il faut éviter d'affronter ceux qui sont plus forts que vous. Il ne faut pas rêver dans la vie. Hein? Il faut s'adapter. Oui, il faut avoir des bons diplomates. Oui, il faut des bons diplomates. Donc, c'est-à-dire, je vous ai dit que le développement était une démarche processuelle. Même la puissance, elle est processuelle. Donc, quand vous êtes Quand vous voyez un Trump, oui, allez négocier avec la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est ça. Ce n'est pas que vous êtes assis ici, vous volez l'argent, après vous dites que vous êtes souverain. Par rapport à quoi? Donc, il faut savoir la politique, les questions de l'État, comme je l'ai dit souvent, ne se traitent pas avec les États d'âme. Donc, on termine avec la question. Vous croyez toujours à cette coalition et pour vous, c'est le salut de la stabilité du Congo, pour la paix qui peut produire une bonne économie? Oui, moi, je ne vais pas entrer dans les débats politiques. J'ai un léger avantage, c'est d'avoir écrit une thèse en économie, une autre en sciences politiques, peut-être un post-doc. Donc, je connais comment fonctionnent les États. Je vous fais voir que les malheurs de ce pays, si nous ne décollons pas, c'est parce que chaque fois, il y a des problèmes. 22 rencontres. De la table ronde au dialogue de la CENCO, 22 rencontres politiques. Ce sont les indicateurs des risques politiques. Et dans un État comme celui-là, les investisseurs ne viendront pas. Donc, avec l'analyse de risque pays, oui, on ne vient pas chez vous. On ne vient pas chez vous. Et je vous dis, dans toutes les grandes banques occidentales, vous le savez, je sais que vous posez des questions pour les téléspectateurs. Oui. Quand vous entrez, il y a le monitoring de chaque État. Donc, on fait une approche SWOT. Donc, on vous donne les forces, faiblesses et les risques que vous prenez en allant dans cet État. Et surtout quand il y a les gens qui s'insultent, donc c'est-à-dire au lieu même de s'insulter dans leur salle de réunion, à la télévision. La télé, c'est leur salon. Les médias, les ambassades relayent, ils disent que ça ne marche pas. Ne venez pas. C'est pourquoi je sais, je suis partisan de la liberté d'expression. Ça fait 20 ans que je suis dans les médias, mais je pense que nous devons contrôler les discours publics et les discours privés. Parce que ça a des répercussions sur la vie de l'État. Et à part ces 22 rencontres, nous avons connu 22 ans de guerre. Je n'ai aucune autorité sur les décideurs, mais je prie Dieu chaque jour pour que cette coalition continue, que nous ayons la paix et que Fatih Béton puisse donner au peuple le testament que Papa Étienne Derez Mémoire avait laissé. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Merci. Et ça ne peut se réaliser que dans son partenariat avec l'autorité morale. Donc c'est mon point de vue. Les gens qui veulent qu'il y ait des troubles dans ce pays, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ça va encore nous tirer par les bas. Je suis contre le pillage. Lorsque vous pillez, c'est parmi les raisons qui ont mis cette économie à genoux. Je crois que... 91, 93... 93. 30 ans en arrière. Oui. Et quand on va détruire les entreprises, ça ne sera pas le bureau de nous les politiciens. Ça sera les entreprises là où la population travaille. Donc je veux que nous puissions tous faire corps avec la République démocratique et regarder avec elle dans la même direction pour que nous puissions redynamiser notre économie. Et pour ce faire, il faut tenir compte des 4 roues de la croissance. Merci beaucoup, professeur. C'est un grand plaisir quand je reçois Godin Poy parce que non seulement il a l'histoire et il a aussi le pragmatisme d'expliquer comment parvenir à stabiliser notre pays. Mais je voulais vous demander quelque chose. Oui, président. Je voulais dédier cette émission à 2 personnes, si vous autorisez. Allez-y, je vous en prie. Je dédie cette émission à Maître Nimi Mayendi Kangimbi. Oh, l'esprit brillant, un grand juriste. Et je le dédie encore au professeur Lunda Boulou. Premier ministre. C'est ça ma race. Merci beaucoup.
Et on sait d'ailleurs que lui-même, Mpoyi est de la bonne race, de ceux qui sont bien formés, qui n'ont pas, en tout cas, la langue dans leur poche. Quand il faut dire la vérité, ils disent la vérité. Portez-vous bien. Je n'ai pas voulu citer ceux qui sont en fonction, sinon on va dire que absolument. Ils rasent les murs. Hein. Donc pour vous faire voir mon objectivité. Merci beaucoup. Oui, oui. 60 ans économiquement, vous avez compris. Et naturellement, l'avenir dépend de nous. À très bientôt. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.